Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste et professeur de finance. Je fais une présentation sur la coopération entre le Mali et le Niger dans le domaine énergétique. Il vous rappelle il vous souvient que face à la crise sécuritaire qui avait cours dans le Sahel et qui touchait plus précisément le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les responsables des trois pays, donc le général Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, avaient décidé de mettre en place la création d'une confédération d'abord pour pouvoir unir leurs forces au plan sécuritaire, pouvoir coordonner le travail de leurs forces armées. Mais cela ne s'est pas arrêté là, parce que vous avez vu l'incident diplomatique qui est arrivé la dernière fois par la destruction du drone malien dans un état voisin et l'attaque de Djibo qui a eu lieu la semaine-ci, qui n'est pas encore achevée. Et cette attaque de Djibo, le gouvernement burkinabé, l'armée burkinabé a interpellé près de 800 personnes. Et vous avez vu les vidéos des personnes interpellées. Elles viennent essentiellement d'un pays voisin. Donc, ce qui a renforcé l'insécurité dans la partie nord de ces trois pays. Donc, face à cela, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de fermer leurs frontières. Donc, dans la partie nord avec les pays voisins de la partie nord afin de pouvoir et faire une évaluation sécuritaire de ce qui se passe dans le nord du pays. Donc, suite à ça, le nord du Mali était approvisionné à partir du carburant venant d'un pays de son voisin dans la partie nord, l'Algérie. Donc, à partir du moment où la frontière est fermée, le nord du Niger, qui est du Mali, qui est, comment je peux dire, qui est assez enclavé, donc fait l'objet de grosses difficultés. Donc, vous avez vu les camions citernes escortés par l'armée nigérienne depuis la raffinerie du Niger jusqu'à la frontière du Mali. Et à la frontière du Mali, l'armée malienne a pris le relais pour escorter le carburant dans la partie nord. Donc c'est normal parce que toutes les villes qui ont été libérées, qui sont en train d'être sécurisées, avec les populations qu'on a replacées dans les villages, dans les villes, il ne faut pas une rupture dans la chaîne d'approvisionnement de l'énergie, autrement dit du carburant, du pétrole lampant, du gazoil, de tout ce que vous voulez. Sinon, ça va pénaliser l'activité économique qui est en plein redémarrage. Donc, à cet effet, comme c'est une confédération, ce dont on parle ici, les problèmes africains, ce n'est pas quand vous allez vous asseoir sur une table à Paris ou à l'Union européenne ou à l'Union africaine, vous signez les papiers que vous les résolvez. Vous les résolvez quand les autorités locales, quand la coopération entre les pays qui sont touchés par le fléau que nous connaissons tous, le terrorisme. Donc c'est à partir du moment où ils s'asseyent, ils travaillent ensemble localement qu'ils arrivent à résoudre les problèmes. Donc sur ce, la raffinerie du Niger a décidé de prendre le relais pour approvisionner le nord du Mali en carburant. Donc il y a eu une rencontre entre le ministre nigérien du pétrole et le ministre malien. Donc je vais vous faire écouter la bande sonore de la RTN, la radio-télévision du Niger. Et donc après, je reviendrai pour faire une brève analyse. À travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, a pris l'initiative dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, de renforcer la coopération avec la République du Niger pour sécuriser cet approvisionnement à travers un axe alternatif. La rencontre de ce matin entre la délégation malienne et celle du Niger illustre cette volonté. Selon le ministre nigérien du pétrole, Dr Sahabi Oumarou, la coopération avec le Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel AES est une opportunité pour les deux pays de mutualiser leurs efforts afin de la renforcer dans le domaine des hydrocarbures. Votre présence au Niger témoigne non Le seulement de la ministre nigérien, c'est pas.
mais aussi de votre volonté sincère de chercher des solutions concertées et durables, mutuellement avantageuses. La rencontre de ce jour vise justement à explorer l'ensemble des voies et moyens pour renforcer notre coopération élastique à travers des partenariats stratégiques pragmatiques entre acteurs publics et privés et à envisager des mécanismes fiables et résilients pour garantir l'approvisionnement régulier des produits pétroliers des zones concernées. Pour le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre les trois pays de l'AES prouve à suffisance la solidarité entre les trois pays et la vision commune à fédérer leurs efforts pour un développement durable. Nous sommes en train de discuter qu'un pas important vers la concrétisation de cet esprit et de cette vision. Ministre nigérien du Commerce. Donc, nous tenons déjà à remercier le ministre du Pétrole ainsi que la SONIDEP pour toutes les dispositions déjà prises pour que la délégation malienne retourne au pays avec un sentiment d'une mission bien accomplie. Dans son intervention, le ministre malien de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rappelé l'importance de cette visite qui entre dans le cadre du renforcement des relations amicales et les liens séculaires qui existent entre les deux pays. Cette vision partagée des trois chefs d'État de l'AES est le fil conducteur et la feuille de route à nos ministres en charge de l'industrie et du commerce, du pétrole et de tous les autres segments de développement, de nous inscrire pour apporter les réponses les mieux appropriées à toutes ces problématiques liées aux questions de développement dans l'espace AES. On ne peut pas parler du commerce d'hydrocarbures sans parler de son exportation vers les pays étrangers, en particulier vers le Mali, d'où l'implication du ministère en charge des transports. La délégation de ce pays frère a été accueillie par le ministre colonel-major Abdrahman Amadou. Ensemble, ils ont discuté de plusieurs points importants, dont entre autres la solidarité, le renforcement de la coopération et la mutualisation des forces afin de relever les défis sociopolitiques, économiques et environnementaux. Le ministre malien du Commerce va poursuivre sa série de visites internigériennes avec plusieurs rencontres avec les autorités de la refondation. Voilà. Donc on s'arrête là. Vous avez donc suivi le reportage de la radio-télévision nigérienne. Vous avez suivi les mots-clés. Hein. Les mots-clés, c'est solidarité, coopération, AES, feuille de route, etc. etc. Voilà. C'est que c'est Ousmane Sonko qui l'a dit lors de sa visite au Burkina Faso que les Africains, c'est le continent où nous avons tout aujourd'hui. Ça, je reviendrai quand je vais faire le développement sur la visite d'Ibrahim Traoré en Russie parce que on fait tout pour caricaturer Vladimir Poutine. Je ne suis pas forcément un grand fan, mais on fait tout pour le caricaturer. Mais Vladimir Poutine a écrit un livre qu'il appelle La diplomatie du Grand Sud. Mais je suis sûr que personne ne le lira en Afrique. D'abord parce qu'en Afrique, on ne lit pas beaucoup chez nous. Et comme m'avait dit quelqu'un, si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le dans un livre, les gens ne le liront jamais. Et deuxièmement, avec tout le tapage médiatique qu'il y a sur la diabolisation de l'homme, les gens ne le liront pas. Il dit, voilà, le Grand Sud aujourd'hui, c'est 7 milliards d'habitants contre 1 milliard pour l'autre partie. Donc ça fait les 8 milliards d'habitants. Et il dit, mais ce Grand Sud reste un nain d'abord parce qu'il n'arrive pas à s'organiser. Je veux dire que vous avez des problèmes. Vous êtes malien, vous êtes nigérien, vous êtes burkinabé. Vous avez des problèmes, mais tous les jours, vous courez pour aller sur le perron de l'Élysée, vous faire une photo, sortir, on vous parle en vous pointant le doigt, etc., etc. Mais il n'y a pas, on voit bien qu'il n'y a même pas de coopération entre vous. Vous êtes dispersés. Et on voit bien que vous n'avez même pas de capacité de réaction parce qu'il n'y a pas de solidarité entre vous. Donc, alors, quand effectivement, moi j'ai dit que non, il fallait soutenir l'AES parce que j'ai bien compris ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, la crise ivoirienne, je l'ai suivi attentivement. Après l'éjection de Laurent Gbagbo du pouvoir, j'ai suivi ça. Et on a bien étudié ça ici aux États-Unis avec des amis politologues. On a bien compris les mécanismes. Et je pense aussi que quand on voit ce qui s'est passé dans l'AES, les dirigeants africains ont très bien compris. Voilà.
Ils ont renforcé leurs relations avec des pays qui possèdent le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont renforcé leurs relations avec les États clés qui tiennent l'Union africaine. Et à partir de ce moment, il ne restait plus que l'hypothèse de la CEDEAO à une puissance internationale pour manifester sa nuisance, qui n'a pas marché parce que, comme je l'avais dit sur mon mur, quand je débattais avec mon frère Jean-Pierre Dupont, je lui ai dit que j'étais un peu déçu parce que lui qui est originaire de la partie nord du Cameroun, il avait l'air de ne pas bien connaître la géographie humaine dans cette région, c'est-à-dire que le nord du Nigeria et le Niger, etc. La géographie des peuples, ça joue son rôle. Et on l'a vu, ça a son importance. Et cette géographie des peuples continue, parce que les peuples du Niger, les peuples du Burkina Faso et du Mali, c'est les mêmes peuples depuis des millénaires. Quand vous étudiez les livres d'histoire, vous pouvez tracer les trucs. Donc, ça veut dire que la réponse aux problèmes que rencontrent ces populations se trouve dans le dialogue intercommunautaire, interpays, entre le Mali, le Burkina et le Niger, le Tchad, la Guinée-Conakry, tout ça là. C'est là-bas que se trouve la solution. Ce n'est pas ailleurs que se trouve la solution. Et donc, on a vu la solution quand le nord du Mali est affecté par une pénurie de carburant du fait de la fermeture de la frontière avec son voisin qu'est l'Algérie. Le Niger a pris immédiatement le relais en escortant plusieurs dizaines de camions par l'armée nigérienne, et l'armée malienne a pris le relais à la frontière pour approvisionner le nord. Et il fallait donc mettre en place une convention parce que le carburant que nous avons vu passer là était quand même énorme. Et donc cette convention qui va commencer à s'appliquer en fin d'année 2025, tout le nord du Mali sera approvisionné par le Niger. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose parce que il n'y a pas de relation, il n'y a pas une relation hostile entre le Niger et le Mali. Le Mali est rassuré que le Niger va l'approvisionner. Et c'est ici le lieu pour moi de dire que nous devons développer un capitalisme africain. J'ai fait une vidéo aujourd'hui que vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube là, qui est déjà disponible sur notre chaîne Facebook. Cette vidéo porte sur la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan. Donc vous allez voir un tout petit peu ce que nous avons fait sur la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan. C'est-à-dire que l'idée est de dire, et je reviendrai dessus, il y a une très faible présence des États de l'AES, soit en termes d'intermédiation financière, soit en termes de banques présentes sur la bourse des valeurs mobilières d'Abidjan. La diaspora africaine a tout ce qu'il faut en termes de capitaux pour financer des grands projets dans les productifs, je dis bien, dans les pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et justement, ces grands projets devraient se concentrer autour des infrastructures créateurs de valeur ajoutée comme les raffineries. Parce que les pays de l'AES doivent bien se dire une chose. Une seule raffinerie comme la raffinerie du Niger, ça ne peut pas tenir. Il faudrait qu'on ait une raffinerie au Mali, une deuxième raffinerie au Mali, une autre au Niger. Et le Niger devrait avoir même 4 raffineries, vu sa position géographique, parce qu'elle peut approvisionner le Tchad. Elle peut approvisionner le nord du Nigeria, elle peut approvisionner le nord du Cameroun, qui est très enclavé. Elle peut approvisionner le nord du Bénin, du Togo, etc., le Burkina Faso, etc. Et comme c'est une confédération, il y a un marché de près de 100 millions de personnes qu'il faut satisfaire. Donc, là-dessus, par exemple, le Niger pourrait lancer un emprunt obligataire à la bourse d'Abidjan. Un emprunt obligataire. L'emprunt obligataire peut être libellé en dollars et peut être libéré même en dollars, ce qu'on appelle Eurobond, et peut être libéré en dollars. Vous avez une diaspora qui vit ici. Vous avez vu quand il y a eu les attaques avec le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu combien de personnes sont sorties dans la rue. Alors si l'obligation, comme on dit le bond, la part value, ça veut dire la part est à 500 000 francs CFA, les gens peuvent acheter 2. Je peux vous garantir que nous pouvons nous mobiliser ici aux États-Unis. Comme on est sorti, comme les gens sont sortis pour le capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation peut prendre une autre forme. Mobilisation pour inciter les diasporas africaines à acheter ce bond-là. En achetant ce bond en dollars, par exemple, ça peut permettre au Niger de lever 300 000, le Niger, Mali, le Burkina Faso, de lever 300 milliards de francs CFA, un tiers de participation, et de construire une raffinerie. Construire une raffinerie, une obligation sur 10 ans, de construire. La population africaine vivant aux États-Unis, ici, elle est relativement jeune. De construire une raffinerie, une obligation sur 10 ans de construire une raffinerie
et de la mettre en exploitation, une raffinerie peut-être qui aurait une capacité de raffinage de 100 000 barils par jour, de la mettre en exploitation et à partir de ce moment, la souveraineté économique, de retrouver la souveraineté économique en réduisant la dépendance vis-à-vis des pays étrangers. Le problème que nous avons dans notre pays, l'un des facteurs de la sécurité nationale ou de l'insécurité dans nos pays, c'est aussi et surtout l'extraversion de nos économies. Nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Ce qui arrive de l'extérieur, nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Il y a le pétrole brut au Niger. Ça, ce n'est même plus un débat. Il y a du pétrole brut. On devrait voir dans le cadre de la coopération industrielle, comme le Mali et le Niger se sont assis là, on ajoute le projet du Burkina, on finalise. Ils ont des accords avec les Russes qui sont très forts dans ces choses, les Chinois sont très forts dans ces choses. On finalise un projet pour que vous ne vous laissiez pas imposer les conditionnalités. Vous faites appel à l'épargne de diaspora. Et le Sénégal vient de lever 450 milliards, donc ce n'est pas un problème ça. Vous faites appel à l'épargne des diasporas en dollars, ce qui pourrait souscrire par exemple la moitié de cet argent, et l'autre moitié de cet argent est souscrit par les entreprises locales. Et on appelle ça collateralized bond. Ça veut dire que c'est une obligation qui va servir à construire une infrastructure prouvante et structurée. Et donc à partir du moment où vous avez ce collateralized bond là, vous pouvez développer une industrie, donc développer une industrie que vous mettez en une raffinerie, donc que vous mettez pour avoir la souveraineté énergétique, de façon que il n'y ait plus toute velléité d'embargo sur les produits énergétiques soit complètement dégagée, parce que vous êtes un grand producteur, vous utilisez ce que vous avez comme avantage compétitif, donc la disponibilité du carburant, du pétrole brut, et le raffiner sur place, créer de la valeur ajoutée et permettre également d'avoir la souveraineté économique. Voilà, de ne pas souffrir du fait d'un embargo ou d'une fermeture d'une frontière. Voilà. Ça, j'en appelle aux autorités du Niger, du Mali et du Burkina Faso. C'est vrai que j'ai un ami qui m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, écoute, tu devrais aller t'installer dans ces pays-là et créer une banque d'affaires ou bien une société d'intermédiation de gestion. Je lui ai dit oui, c'est dans les pipes, mais il faut un peu de temps. Ça ne se fait pas d'un coup comme ça. Mais au moins, je veux dire que nous pouvons dire à nos dirigeants que la vraie solution, la meilleure, c'est que dans l'immédiat, ils lancent un projet. On est là pour ça. Ils lancent un projet. Ils étudient le projet, l'étude de faisabilité d'une raffinerie. La raffinerie, c'est à eux de le décider. Ils peuvent l'installer dans la zone de l'État Kogoumane. Ou s'il y a trop d'insécurité, ils peuvent l'installer quelque part au Niger qui a déjà les infrastructures pour pomper le pétrole brut. Et très rapidement, démarrer, il n'y a pas démarrer un autre projet de raffinerie. Même s'il y en a 3, l'expérience a démontré que l'armée nigérienne peut escorter 200 camions de carburant. Et l'armée malienne peut escorter les 200 camions de carburant. Donc ces carburants-là peuvent être escortés. À partir du moment où ils sont escortés, ça fait que on est à l'abri des difficultés comme celles qu'on a connues ou qu'on connaît en ce moment dans le nord du Mali. Voilà. Je suis Élisée Yonta, enseignant de finance, analyste financier et économiste. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Mais également, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner, de partager cette vidéo sur vos murs, mais aussi de souscrire le membership pour participer au développement de notre chaîne. Je vous souhaite à vous, à toutes et à tous, de passer une agréable semaine. Bye.